Vous l'entendez à ma voix, cette semaine, je suis malade. Mais d'ailleurs, comment se fabriquent les médicaments ? Quelles sont les grandes étapes pour passer d'une simple idée à un comprimé qui sauvera des vies ? Pour bien comprendre, j'ai rendez-vous avec l'enseignant-chercheur Nicolas Villan. Dans cet épisode, il va nous raconter les coulisses de la fabrication des médicaments et il nous parlera également d'un enjeu sanitaire de plus en plus important, l'antibiorésistance, avec des traitements qui fonctionnaient hier mais risquent d'être obsolètes demain. Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille, le podcast qui vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Bonjour Nicolas. Bonjour César. Alors merci de nous accueillir ici à la faculté de pharmacie de Lille. Nicolas, tu es enseignant-chercheur et professeur des universités à l'université de Lille. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la conception des médicaments et c'est un sujet qui est relativement mal connu du grand public. Nicolas, comment t'en es venu, toi, à venir travailler dans l'univers des médicaments ? Alors, c'est une bonne question. En fait, si on repart dans les études que j'ai réalisées, donc à la sortie du bac, j'ai un peu suivi les copains et on est allé en prépa d'école d'ingénieur. Ouais. Donc pendant ces 3 années de prépa d'école d'ingénieur, en fait, j'ai découvert la chimie au travers d'un enseignant qui est incroyable. Et donc c'est là que je me suis dit bah oui, la chimie c'est certainement mon truc. C'est ton truc, ouais. Et au cours de la maîtrise, j'ai fait un stage à l'étranger, en Angleterre, et c'est là que j'ai travaillé finalement à la frontière entre la chimie et la biologie. Et c'est là que j'ai découvert finalement les aspects possibles de la chimie dans la manipulation du vivant et donc le développement de médicaments. Et donc c'est en venant à la faculté de pharmacie de Lille que j'ai démarré une thèse dans le domaine. Et aujourd'hui, donc je suis enseignant-chercheur et la majeure partie de ma recherche est consacrée à la recherche de nouveaux médicaments, mais surtout dans le domaine de l'antibiorésistance. Et l'antibiorésistance, on en parlera dans quelques instants. On précise que tu travailles toi sur une maladie en particulier qui est la tuberculose. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit, quand tu étais jeune, tu te serais bien vu comme le nouveau Philippe Starck, tu voulais concevoir des objets, et tu as dit finalement aujourd'hui je fais un peu du design d'objets, mais à l'échelle moléculaire, puisque tu fais des médicaments. Comment c'est possible de concevoir des objets, des choses à l'échelle aussi petite ? Alors oui, effectivement, c'était un de mes souhaits. Enfin, un rêve, c'est de devenir designer, d'inventer la nouvelle chaise du futur, etc. Puis finalement, j'ai pas poursuivi dans cette voie-là. Et avançant dans mes études de chimie, etc., je me suis rendu compte que finalement, c'était aussi ça. Et le terme qu'on utilise, le terme de design moléculaire, ça correspond bien à ça. C'est effectivement jouer sur l'agencement des atomes, sur la formation de liaisons entre atomes, des atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, et créer comme ça des structures moléculaires qui vont pouvoir agir sur le vivant pour induire la mort bactérienne à l'aide de petites molécules, donc, effectivement. Oui, donc on parle parfois de drug design, mais le drug design, c'est la fabrication des médicaments. En fait, j'ai envie de dire que c'est plus que la fabrication, c'est-à-dire c'est la conception, penser quelle molécule va pouvoir agir sur telle protéine, et ensuite penser les modifications de la structure chimique. Donc modification, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est rajouter un carbone, un oxygène à tel ou tel endroit, faire vraiment des modifications fines pour non seulement améliorer l'activité du composé, mais surtout empêcher les effets secondaires et empêcher de toucher d'autres protéines qui sont nécessaires à l'organisme pour son développement. Donc c'est un travail où on a plusieurs paramètres et il faut essayer d'améliorer tous les paramètres, et tout ça se fait uniquement en changeant la structure d'un composé, en jouant sur les agencements des atomes, comme je te l'ai dit juste avant. Mais c'est hyper technique. Comment tu fais pour agir à l'échelle aussi moléculaire ? On entendait tout à l'heure quelque chose qui fait presque le bruit d'un mini marteau-piqueur. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire des médicaments ? La chimie, c'est aussi connaître la réactivité des atomes, des fonctions chimiques, etc. Donc on a un catalogue comme ça disponible de molécules, un peu de briques, les Lego, voilà, c'est exactement l'image. C'est assembler des Lego en fait la chimie. Elle se présente comment ces molécules ? C'est de la poudre ? C'est de la poudre, c'est des liquides, c'est des huiles, ça peut être des gaz parfois, voilà. Et donc c'est la mise en réaction de ces molécules les unes avec les autres qui vont permettre la création de ces agencements moléculaires, ces architectures moléculaires. Donc voilà, c'est la connaissance de tout ça qui permet d'arriver à la construction d'une molécule finale. Donc une fois que le produit a été synthétisé, été obtenu, il faut le tester. Et donc c'est là que nous on travaille beaucoup en collaboration avec des biologistes, des microbiologistes notamment à l'institut. Et ces molécules sont testées, évaluées, l'activité mesurée, et donc on sait ou pas si finalement l'hypothèse qui a été construite à partir de, on utilise beaucoup aussi l'outil informatique aujourd'hui pour regarder les interactions potentielles entre une petite molécule et une macromolécule, regarder si ces interactions finalement hypothétiques
fonctionnent bien et conduisent à une activité biologique dans une boîte de pétri, dans un tube. Mais quelque chose qui me fascine toujours, c'est que encore aujourd'hui, on est capable de trouver des nouvelles réactions, et pourtant la chimie, ça existe depuis des siècles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on réussit à avoir des trouvailles sur un sujet aussi qu'on connaît aussi bien? C'est que en fait, on connaît pas encore tout le tableau périodique des éléments. Enfin, on le connaît, mais la réactivité des éléments dans ce tableau périodique des éléments, il est encore étudié aujourd'hui. On trouve l'utilisation, par exemple, de nouveaux métaux. Il y a 14 ans de ça, il y a le prix Nobel qui a été attribué à 3 chimistes pour l'utilisation du palladium, par exemple, dans des réactions où on crée des liaisons carbone-carbone, par exemple. Donc aujourd'hui, on travaille encore sur la réactivité d'autres métaux, comme l'or, comme le cuivre, comme le fer, etc. On utilise parfois des métaux dans la fabrication de médicaments? On utilise très souvent aujourd'hui des métaux dans la fabrication, effectivement, des médicaments et des principes actifs en général. Oui, sans que ce soit mauvais pour le... Quand on pense à un métal, on pense quelque chose de... On se dit, si je l'ingère, je vais pas me sentir très bien. Mais dans la synthèse d'un composé, il y a aussi tout un processus qu'on appelle de purification et derrière d'analyse. Donc la purification permet d'éliminer tous les éléments toxiques potentiels et ensuite l'analyse permet de vérifier qu'il n'y a plus de traces de ces éléments toxiques. Donc non, ça c'est maîtrisé. Et puis il y a aussi l'utilisation par exemple de techniques comme l'électricité, alors qui avait été utilisée il y a quelques décennies déjà par des chimistes, qui avait été un petit peu abandonné. Et là on remet ça au goût du jour, on appelle ça l'électrochimie. Et ça permet aussi de créer de nouvelles liaisons chimiques qui ne sont pas possibles ou difficiles par la chimie classique. D'accord, donc ça c'est très clair. Je reviens sur la fabrication des médicaments. Comment ça se fait qu'un médicament, parfois ça peut prendre de très nombreuses années entre le moment où c'est pensé dans la tête d'un chimiste et le moment où il arrive sur le marché? Rapidement, parce que on pourrait passer des heures pour expliquer ça, mais je vais essayer de donner un petit peu les différentes étapes. Tout démarre avec une pathologie, donc il faut identifier une pathologie qui a un besoin nécessaire, un besoin thérapeutique. Oui. Donc ça veut dire identifier une protéine d'intérêt, une protéine qui va, dans le cas de la bactérie ici, l'empêcher de survivre dans un milieu qui est l'hôte, que ce soit dans un organe, etc. Et une fois qu'on a identifié cette protéine d'intérêt, on va, comme je le disais juste avant, identifier une molécule qui va bloquer cette protéine. Alors ça, on peut le faire comment? Soit en utilisant l'informatique, donc in silico, donc en essayant de faire des hypothèses, soit on va réaliser des criblages. Quand on fait un criblage, on teste en général entre 20 000 et 50 000 molécules séparément. C'est énorme. C'est énorme, séparément sur la protéine, et on va essayer d'identifier quelle est la molécule ou quelles sont les quelques molécules qui vont justement bloquer cette protéine. D'accord. Donc généralement, on a un résultat positif pour 1000 composés testés. Donc quand on teste 50 000 molécules, on a généralement 50 molécules qui fonctionnent. On appelle ça une touche ou un hit en anglais. Donc là, ensuite, il faut tester. On crie youhou. Là, on est sur vraiment l'élément, on va dire l'élément clé. Ensuite, il faut passer à l'échelle de la bactérie, montrer que sur la bactérie, bloquer cet élément clé, ça l'empêche de croître, de se diviser par exemple. Et puis c'est pas tout, c'est-à-dire qu'après il faut passer sur un modèle plus complexe, et puis à la fin chez l'homme il faut tester aussi l'activité chez l'homme, ce qu'on appelle les phases cliniques, pour vérifier que chez l'homme ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que on va administrer le composé au patient, que le composé va arriver là où est la bactérie et va tuer la bactérie comme c'était prévu. Mais alors comment expliquer que parfois ça peut prendre 10 ans, 20 ans? Premièrement, c'est assez complexe. Donc le composé que l'on va administrer, il a comme objectif d'aller cibler particulièrement la protéine d'intérêt, mais il se peut qu'il aille aussi toucher d'autres protéines. Et ça peut créer des effets secondaires. Ah oui, d'accord. Et ça peut créer de la toxicité. Donc là, le rôle du chimiste médicinal, ça va être de jouer sur tous ces paramètres-là, faire des modifications structurales qui n'empêchent pas l'activité sur la protéine de la bactérie. Mais qui va empêcher les interactions avec les protéines de l'hôte et empêcher les effets secondaires, la toxicité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des propriétés pharmacocinétiques. Et puis on joue aussi sur d'autres propriétés, qui sont la solubilité par exemple. Quand on a une administration intraveineuse, il faut un produit qui soit soluble. Quand on donne un comprimé par voie orale, il va falloir passer certaines membranes, passer des cellules pour arriver au site d'infection. Donc tout ça, c'est des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise et sur lesquelles on va pouvoir jouer. Oui, donc un assemblage qui permet
pile poil de pénétrer le bon endroit Voilà. et de pas trop perturber le reste parce que c'est un équilibre un peu fragile. Voilà, après l'image est très simple, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir comme image la clé et une serrure. Tu arrives dans un immeuble où il y a 150 appartements, il y a qu'une clé qui va ouvrir une seule porte et c'est un peu ça l'idée, c'est de fabriquer la bonne clé qui va uniquement ouvrir une porte et pas toucher aux autres portes. C'est super clair. Tu le disais en début d'épisode, il y a un autre sujet sur lequel tu travailles au quotidien, c'est l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, ça va devenir quelque chose de très très important. Ça l'est déjà aujourd'hui, mais on commence à en entendre parler de plus en plus. Est-ce que tu peux repréciser pour ceux qui nous écoutent ce qu'est l'antibiorésistance et pourquoi ça va toucher tout le monde finalement dans les prochaines décennies? Alors, l'antibiorésistance, c'est lié aux antibiotiques et donc c'est la propriété que certaines bactéries vont avoir d'être résistantes à l'antibiotique. Une résistance par généralement des mutations. Donc on reprend l'image de la molécule qui interagit avec une protéine. Je te parlais des changements corrélés au niveau de la petite molécule. La protéine peut elle aussi changer par des mutations ponctuelles et ne plus accepter le médicament, la molécule, ne plus interagir avec la molécule. Donc le traitement qui marchait hier, demain peut ne plus marcher. Ne plus marcher. Ouais. Alors chez les bactéries, il faut bien comprendre que ces mutations n'arrivent pas parce que l'antibiotique est là. Non, c'est tout simplement ce qu'on appelle une sélection dans la nature. Il arrive qu'une bactérie va avoir une mutation lorsqu'elle se divise et cette mutation ponctuelle va malheureusement faire que l'antibiotique qui avait été développé il y a 10-20 ans ne va plus fonctionner. Alors la mésutilisation des antibiotiques justement est un exemple parmi tant d'autres qui est en termes d'animaux et l'utilisation d'antibiotiques au niveau vétérinaire. Et la mésutilisation de ces antibiotiques fait qu'on se retrouve dans la nature avec des concentrations faibles d'antibiotiques et donc ça va induire une sélection des bactéries résistantes qui ne pourront plus être traitées ensuite par les antibiotiques qui sont utilisés couramment. Ce que tu es en train de me dire, parce que tout à l'heure on discutait avec un de tes collègues, je sais pas si on dit collègue. Oui, avec Pierre, voilà. Effectivement. Ouais. Et il expliquait que en Chine, par exemple, il y a une bactérie qui est devenue très résistante parce que finalement l'antibiotique était déployé à foison dans tous les champs. Ouais. Et donc en fait, il y a une bactérie qui s'est adaptée et puis cette bactérie résistante, finalement elle s'est propagée et puis elle a pris le relais. Elle a pris le dessus, effectivement, sur la population globale. Donc c'est une des problématiques. C'est compliqué parce que c'est plusieurs facteurs qui ont conduit comme ça à la sélection de bactéries résistantes. Mais bon, donc c'est cette problématique-là, c'est d'avoir aujourd'hui des bactéries qui sont résistantes à quasiment à tout l'arsenal thérapeutique qui est existant. Du coup, on se retrouve avec ces patients-là devant une impasse thérapeutique. Et l'idée, c'est de rattraper finalement le retard qu'on a pris dans le domaine et retrouver de nouvelles solutions thérapeutiques, nouveaux antibiotiques qui fonctionnent même sur les bactéries résistantes. Pour donner un état des lieux, l'antibiorésistance, ça pourrait devenir la première cause de mortalité dans le monde en 2050 devant les cancers, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est une projection qui a été réalisée par Jim O'Neill, qui a été demandé cette projection par le gouvernement anglais. Donc c'est en 2016 que le rapport est sorti. Et effectivement, lui a analysé un petit peu à l'aube de 2050 quel serait le résultat d'une pénurie en termes d'antibiotiques. Et donc là, on se projette vers 2 millions, 2,5 millions de morts qui seraient dues à l'antibiorésistance dans le monde, une première cause de maladie devant les cancers, et puis en termes de coûts aussi pour la société, j'ai plus les chiffres, mais c'est énorme, effectivement. Et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que l'antibiorésistance, ça va pas toucher seulement les personnes qui sont des patients infectés. Ouais. Demain, tu as une rage de dents, aujourd'hui, on te met un petit traitement en prévention pour pas que tu sois infecté. Demain, ce traitement, si ça se trouve, il marche plus. Et donc, tu as un plus grand risque d'être infecté quand tu te fais opérer d'une rage de dents. Oui, c'est ça. Je pense que dans la tête des gens, et c'est normal, on prend des antibiotiques quand on a une infection. Ouais. C'est pas uniquement la seule utilisation. On prend aussi des antibiotiques en prévention, justement, lorsqu'on a des opérations, lorsqu'on a des transplantations d'organes, par exemple, ou, c'est comme tu le disais, simplement le fait d'arracher une dent, eh bien, ça va prévenir une infection au niveau de la plaie, etc. Donc, si on n'a plus d'antibiotiques pour ces usages-là, eh bien on va se retrouver effectivement devant des impasses thérapeutiques qui sont pas forcément liées à des infections, mais qui sont liées à des interventions chirurgicales, par exemple, sur des patients. L'antibiorésistance, ça génère des vraies problématiques de financement parce que finalement, on doit aujourd'hui créer des médicaments qui serviront peut-être demain et on ne sait même pas quand, et donc il y a besoin de financer une recherche sans avoir d'espérance de gain immédiat. Je comprends ta question, c'est une bonne question parce que le modèle économique dans le domaine de l'antibiorésistance est complètement différent du modèle économique
pour d'autres pathologies chroniques. On peut penser au diabète, par exemple, au cancer, etc. Pourquoi c'est différent ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, un antibiotique, si on regarde l'usage des antibiotiques, eh bien, on va le prendre pendant une semaine. Oui. Et c'est tout. Ensuite, un tout nouvel antibiotique qui va arriver sur le marché, qui va être utilisé, forcément, on va avoir, au fur et à mesure de son utilisation, apparition de bactéries résistantes à l'antibiotique. Donc, ça veut dire qu'il va plus fonctionner. Et donc, on sait qu'on va créer quelque chose qui va pas être utilisé pendant très longtemps, qui va vite être obsolète. Effectivement. Et on sait même pas quand il sera utilisé parce que l'antibiotique en cours qui marche, peut-être qu'il va encore marcher 5 ans, 10 ans. C'est effectivement le troisième point, c'est-à-dire que tout nouvel antibiotique qui est développé aujourd'hui, eh bien, il est conservé, je vais pas dire sur une étagère, mais il va pas être utilisé tout de suite parce que tant que l'arsenal thérapeutique existant fonctionne, on utilise cet arsenal thérapeutique et on utilise le nouvel antibiotique développé que vraiment en cas d'échec et en dernier recours. Donc pour une société pharmaceutique qui se lance dans ce développement, c'est compliqué parce que elle va investir beaucoup d'argent et à la fin, elle a une espérance de gain, même de simplement rembourser ça. Effectivement, de remboursement de l'achat, ne cesse que ça qui est minime. Donc aujourd'hui, il y a des vraies discussions entre toutes les sociétés qui continuent à travailler dans ce domaine, qui sont regroupées sous le nom d'une association qui s'appelle la Bimaliance, qui négocie beaucoup avec les autorités et les pouvoirs publics pour essayer de trouver un nouveau modèle économique pour permettre à ces sociétés de continuer d'inventer de nouveaux antibiotiques et de croire encore au fait qu'on puisse arriver à trouver de nouveaux médicaments dans ce domaine. Et on voit à quel point c'est important. On arrive bientôt, Nicolas, à la fin de cet épisode. Ouais. On le précisait au début de l'épisode, tu es enseignant-chercheur. Là, on se trouve à la faculté de pharmacie de Lille. Ouais. Pourquoi c'est aussi important pour toi d'être enseignant à côté de ton métier de chercheur ? Alors moi personnellement c'est important parce que ça me permet de transmettre finalement tout ce qu'on parlait de nouvelles chimies, de nouvelles réactions, etc. Et puis le développement d'utilisation de nouveaux métaux. Voilà. Moi c'est important aussi de transmettre ce savoir à des étudiants donc qui rentrent ici en faculté de pharmacie. Et finalement, c'est un peu boucler la boucle, puisque je t'avais parlé au départ que c'est ton prof parti en chimie parce que j'avais eu un prof. Voilà, c'est un peu cette idée de transmettre en fait la connaissance. C'est aussi être au contact avec des jeunes qui sont en master, qui sont en thèse, qui sont motivés, qui ont aussi des nouvelles idées, parce que on va dire, les idées ne viennent pas uniquement de nous. Enfin, c'est le fait de discuter ensemble, partager avec les collègues, avec les collaborateurs, etc. Donc voilà, c'est aussi l'image de la recherche qui est quelque chose qui ne se fait pas uniquement dans un bureau, seul, dans un coin. C'est quelque chose qu'on partage avec toutes les personnes qui vont intervenir de près ou de loin dans le développement d'un candidat médicament. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et puis, une bonne idée peut survenir de n'importe où. Ouais, c'est ça en fait, exactement. Puis voilà, c'est aussi c'est l'envie de donner des vocations. C'est aussi ça qui, je pense, nous fait avancer aussi au quotidien dans ce métier. On précise d'ailleurs que tu es président de l'AEOP. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AEOP ? Alors, c'est l'AECOP. AECOP. C'est pas grave. Donc, c'est l'association des enseignants-chercheurs en chimie organique des UFR de pharmacie. Le but de cette association, c'est de finalement partager son expérience en enseignement et d'essayer de partager des nouvelles méthodes d'enseignement, avoir des retours sur ces nouvelles méthodes, mettre en place de nouvelles choses. Là, cette année, par exemple, on a mis en place un prix, le prix donc AECOP des meilleurs étudiants en chimie organique de 2e année. Et là, l'idée, c'est en fait finalement de montrer qu'il y a encore des étudiants qui sont motivés par cette matière, de valoriser finalement effectivement ces étudiants-là et tirer un petit peu le groupe par le haut, quoi, et pas uniquement regarder ceux qui ont des difficultés. Et voilà, on met des réunions une fois par an pour essayer de regarder ce que les collègues ont fait de nouveau, quelles sont les nouvelles expériences, quels sont les retours d'expérience sur des nouvelles applications en cours. Merci beaucoup Nicolas pour cet épisode, c'est super intéressant, moi je connaissais pas du tout le processus de fabrication des médicaments. Merci beaucoup et puis j'espère que c'était clair. Merci beaucoup, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.